Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau café avec un expert. Comme d'habitude, je vérifie si on est live sur Facebook comme prévu. Donc ça, c'est bon. On est bien live aussi sur Instagram. Donc bienvenue à ceux qui nous suivent sur Instagram. Aujourd'hui, un café, un expert. Je suis très heureuse d'accueillir Hervé Parent qui va nous rejoindre tout de suite. En attendant que tout le monde s'installe avec son café pour cette pause café d'une demi-heure, pensez à me faire un petit coucou dans le chat pour me dire qui se connecte au fur et à mesure. Je vois que nous avons déjà quelques personnes d'arrivée. Vous dire que la semaine dernière a été riche en rencontres sur Paris pour moi, pour préparer la suite de ce que tout profil d'expert peut vous proposer comme service pour vous aider à la communication digitale de votre entreprise. On sait combien il est important d'être professionnel aussi sur les réseaux sociaux quand on est agent immobilier. Alors, je suis ravie d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre, j'espère que tout va bien. Bonjour Jonathan d'Arthur Inside. Bonjour Yann. Arthur Inside, d'ailleurs, je voulais vous dire que je suis en train de monter un partenariat avec eux pour vous aider à être encore plus performant dans l'utilisation de cet outil-là. Et puis, on est très complémentaires dans notre approche de l'outil. Donc voilà, c'était intéressant de les rencontrer à Paris cette semaine. Bonjour Olivier. Olivier qui est à fond sur le digital. Il faudra qu'on refasse bientôt un café ensemble, Olivier, pour parler de les nouveaux outils que tu utilises régulièrement. Bonjour Marguerite, avec lequel on échange très régulièrement aussi. Je suis ravie de vous avoir tous là. Bon, je vois que tout le monde commence à arriver et s'installer au fur et à mesure. Donc, écoutez, je vais maintenant. Alors, bonjour Franck. Voilà, on va les habituer de semaine en semaine. Ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, Olivier dit qu'il participera avec plaisir à un prochain café avec un expert. Donc, sans souci. Bonjour Céline. Voilà, Céline qui est en Aquitaine et moi, cette semaine, je suis en Normandie, sous la pluie. Il fait pas beau aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Hervé Parent. Alors, Hervé, je vais vous faire rentrer dans le lobby. On va partager l'écran. Voilà, bonjour. Bonjour, Monsieur Parent. Voilà. Bienvenue dans ce café avec un expert. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes sans doute celui qui très tôt a mis en place beaucoup d'informations et donné l'envie aux professionnels de l'immobilier de penser au digital. Donc, ça fait maintenant plusieurs années finalement que vous vous êtes vraiment intéressé à ce sujet-là. Racontez-nous un petit peu pourquoi. Alors, pour tout, l'histoire est la suivante. Vous avez raison, c'est maintenant une vieille histoire. Je vivais et je travaillais en Guadeloupe et je suis rentré en métropole en 2002. Je me suis installé comme consultant indépendant dans le marketing et dans l'immobilier. C'est mon métier. Oui. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc nouveau qui a l'air intéressant et important pour l'immobilier. Ça s'appelle Internet. Je vais donc faire du conseil en Internet pour l'immobilier, marketing sur Internet. En 2002, je connaissais pas grand-chose, mais personne n'y connaissait rien, donc voilà. Et donc à partir de 2002, je me suis lancé pour faire des missions de conseil, écrire des articles, un livre, devenir actif à la Fédération française de l'Internet immobilier, faire des conférences, des formations, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. D'accord. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit, faut passer à l'échelle réelle en créant le salon Rent? Parce que je pense que c'est la 6e, 7e édition cette année, non? Alors, ça sera la 6e au début octobre. Ce sera la 6e. En fait, le déclic a eu lieu à New York, à un événement qui s'appelle Connect Inman, qui est pas tout à fait un salon, c'est plus un cycle de conférences où j'étais là-bas justement avec la Fédération de l'Internet immobilier. Et on s'est dit avec les gens qui étaient là-bas, il y a la place pour faire un événement équivalent en France, un salon B2B. C'est comme ça qu'on s'est lancé et qu'on a créé la société en 2013 et le premier salon en octobre 2013 à la Bourse à Paris. Ouais.
Donc maintenant, c'est à la Villette parce que ça devient important. D'année en année, moi, j'en ai déjà fait 3 éditions et c'est vrai que tous les ans, on voit l'intérêt grandissant de tout le monde pour le sujet parce que, et sans doute qu'il y a aussi de plus en plus d'acteurs sur la digitalisation de l'immobilier. Alors effectivement, on est sur une tendance d'augmentation de 30% tous les ans. Qu'on parle du nombre d'exposants, de la surface ou des visiteurs, c'est à peu près les mêmes chiffres. Alors, cette tendance d'augmentation, elle est due à 2 choses. Vous avez raison, il y a de plus en plus de sociétés innovantes qui s'adressent aux professionnels de l'immobilier. Et puis l'autre chose, et on l'oublie souvent, c'est parce que les professionnels, et chez nous il s'agit d'agents immobiliers, d'administrateurs de biens ou de promoteurs, comprennent de plus en plus l'importance du digital et donc viennent voir ce qui se passe. Très bien. Donc, Arthur Inside nous dit qu'ils y seront cette année au salon. Donc, incontournable. Donc, voilà, vous avez déjà quelques infos là. Je voulais ce matin qu'on aborde justement, bien sûr, la digitalisation de l'agence immobilière. Et quand on a préparé cette interview, vous m'avez demandé plutôt d'aborder 3 axes précis, la communication sur les biens, la relation client et la digitalisation des processus métiers. Donc, par rapport à la communication sur les biens, on a bien vu l'importance avec tous les portails maintenant d'avoir au minimum des photos de bonne qualité, d'avoir peut-être aussi de plus en plus des outils permettant d'offrir des visites virtuelles, d'offrir des plans, d'offrir une expérience de visite qui soit de bonne qualité pour la personne qui cherche un bien. Donc, voilà, quelle est pour vous la grosse évolution à ce niveau-là? Et puis surtout, sans doute avez-vous je dirais des retours sur l'expérience client de cette amélioration de la présentation des biens? Alors, il faut prendre les choses au début. En fait, une annonce immobilière, c'est une annonce de publicité. Et c'est pas le hasard si c'est le même mot. Alors, pour une annonce de publicité, le plus important, c'est d'abord le support sur lequel elle est diffusée. Si vous diffusez une très belle annonce sur un support que personne ne regarde, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, le premier point, la première question que se pose à l'agent immobilier, c'est où je mets mes annonces. Il a un grand choix parce qu'il peut les mettre sur son site internet, celui de son agence, sur celui de son réseau, de son association, fédération professionnelle. Et puis, il a des sites d'annonces qui sont locaux, qui sont nationaux, qui sont spécialisés, qui sont de niche, etc. Donc, la première chose, c'est quand même choisir les bons sites. On peut pas aller partout parce que ça coûte de l'argent et les budgets sont limités. Voilà. Donc, le conseil, c'est de se dire, il faut prendre quand même 2-3 sites leaders nationaux et ensuite bien trouver les sites locaux ou les sites de niche qui font le sujet. À ce propos, d'ailleurs, il y a cette semaine le forum de la FF2I où, comme tous les ans, Médiamétrie vient présenter les chiffres. Et le marketing, la communication, c'est un peu d'intuition et beaucoup de rigueur et de chiffres. Donc, mon premier conseil, c'est commencer par trouver des chiffres, des données pour savoir quelle est l'efficacité des sites d'annonce où vous publiez. Le deuxième point, toujours à propos de l'annonce, c'est que si on regarde au siècle passé, une petite annonce immobilière, c'était à Paris 3-4 lignes dans le Figaro et en province, dans les gratuits, à peu près 3-4 lignes. Il y avait que du texte, il n'y avait pas de photos, donc c'était simple et personne n'y passait beaucoup de temps. C'était assez facile du moment qu'on évitait de faire des fautes d'orthographe et et on mettait le bon prix et tout allait bien. On est passé à une ère très 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 différente où l'annonce, c'est de la vraie communication. Donc il faut soigner le texte. Il faut mettre beaucoup d'éléments précis, la surface, les DPE, etc., le nombre de lots de copropriété, et puis, et c'est le plus important, les images. On sait que les gens regardent, ils s'arrêtent sur les belles images, ils cliquent, et si la photo que vous mettez de votre bien est moche, ils s'en vont. Donc le premier point, c'est de faire des images de qualité. Et celle qui est affichée en premier, elle doit attirer l'œil, elle doit donner envie, non pas d'acheter tout de suite en cliquant,
mais donner envie d'aller plus loin, de regarder plus l'annonce et ensuite de prendre contact avec l'agent immobilier. Ça, c'est le premier point. Il faut vraiment se concentrer sur la photo. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le reste. Il faut soigner le texte. Il faut que l'annonce soit complète, sans faute. Et il faut utiliser aujourd'hui tout ce qu'on peut mettre à côté, un plan, une visite 3D. Ça vient renforcer. Et tout ça doit être fait avec une obsession, faire des choses de qualité qui provoquent de l'émotion. Hein. Clairement, dans certains cas, même si la photo est moche, les gens vont appeler l'agent immobilier parce que le bien correspond objectivement. Sauf que c'est la plus mauvaise façon de rentrer en relation avec un client. C'est comme aller le voir avec une cravate tachée. Voilà. Peut-être que la vente se fera, mais franchement, elle se fera pas de façon harmonieuse. À propos des photos, très souvent, on nous pose la question, on nous pose deux questions. Est-ce qu'il faut faire des photos professionnelles ou est-ce que je peux les faire tout seul? Et puis, combien de photos? Sur les photos professionnelles, ce qui compte, c'est le résultat. Si vous avez confié un appareil photo ou un smartphone à votre négociateur et que quand vous regardez objectivement, vous dites c'est bien, c'est des belles photos et elles sont au moins aussi belles que celles de mes concurrents, tout va bien. Mais si vous voyez que les photos sont moches, tout simplement parce que la photographie c'est un vrai métier, hein, voilà, c'est pas simplement avoir un bel appareil, mais c'est un vrai métier. À ce moment-là, il y a aujourd'hui de nombreux réseaux de photographes professionnels qui communiquent auprès des agents immobiliers et qui font le job. Le deuxième point, c'est les photos. Combien? Alors, on sait qu'il en faut plusieurs pour montrer la façade quand on peut, pour montrer l'extérieur de la maison, pour montrer les pièces principales, pour montrer la vue. On sait aussi qu'il n'en faut pas trop. Là, il y a eu des raisons, il y a eu des études aux États-Unis qui disent que quand il y a trop de photos, en fait, ça décourage l'acheteur pour un point simple. C'est que plus on multiplie les photos, plus on va aller vers des détails ou des informations qui découragent, dont on voulait pas. Voilà. On finit par montrer la 4e chambre qui est toute petite et les gens disent ah, la chambre est petite. Alors si on avait montré que les grandes chambres, les gens se seraient dit tiens, la maison me convient. Voilà. Donc le nombre d'or c'est quelque part entre 6 et 8, mais il faut se dire ne montrer que des choses qui vendent, ne pas chercher à avoir une description totale de la maison ou de l'appartement à vendre ou à louer. Ouais. Donc donner envie, donner de l'émotion, susciter la curiosité pour que le clic se fasse vers prendre rendez-vous finalement. Hein. C'est ça l'objectif. Exactement. Et surtout se dire le clic doit être fait. Les gens doivent se dire j'ai envie d'habiter là. Non, il faut vraiment que dès le début on se dise c'est bien, on y va. D'où l'importance aussi de savoir dans la présentation, parler de l'environnement aussi. Hein. Il n'y a pas seulement la maison, mais peut-être aussi introduire quelques éléments importants du bel environnement ou des points clés de l'environnement. Oui, alors moi je suis un peu à contre-courant de ce qu'on dit. Alors bien sûr qu'il faut dire quelques points sur l'environnement. Il faut garder à l'esprit que quand on fait une recherche immobilière, location ou achat, la plupart du temps, on connaît l'environnement parce que les gens ils déménagent à côté de chez eux. Hein. Et c'est complètement idiot quand vous êtes un agent immobilier de décrire Levallois en long et en large pour un acheteur qui lui-même déjà habite à Levallois et qui connaît très bien où est le métro et où est le marché. Voilà. Il faut pas non plus penser que c'est ça le point clé et c'est pas important. Enfin, c'est bien sûr. Il faut dire où on est et les sites d'annonces aujourd'hui vous demandent, font une localisation au quartier. Ils peuvent pas donner l'adresse aujourd'hui, donc c'est important de bien répondre à cette localisation au quartier. Mais voilà, c'est vraiment il faut soigner l'annonce sur le bien et montrer le bien lui-même. Une fois qu'on a écrit appartement à vendre près de la porte d'Auteuil, je pense que tous les gens qui sont intéressés savent où est la porte d'Auteuil à Paris et pourquoi c'est un quartier intéressant. Alors peut-être que ça fonctionne plus
en campagne où on peut changer éventuellement plus autour d'une grande ville et encore on peut connaître le secteur. C'est sans doute intéressant pour ceux qui se relocalisent pour un changement de métier ou un déménagement peut-être quand ils connaissent pas bien le quartier. Alors, on commence à avoir des commentaires. Les mots-clés pour du référencement, quid du vocal. Alors, on est déjà dans des choses très techniques. Alors, je les reprends dans l'ordre. Monsieur Parent, on ne peut pas parler de visite virtuelle et après dire qu'il faut limiter les photos. Je pense qu'il faut sans doute faire un bon équilibre entre les deux. Non, on a la même chose. Alors, visite virtuelle, c'est un concept qui est très large, hein. Suivant les sociétés qui vous les proposent, c'est soit des photos dans lesquelles on se déplace, zoom, voilà, soit des visites immersives avec un casque. Ouais. Aujourd'hui, la visite immersive avec un casque est encore une exception. Ensuite, la visite virtuelle. Si on fait une visite virtuelle, on n'est pas obligé de faire toutes les pièces, hein. On peut faire les pièces qu'on veut mettre en valeur. Et si on tient absolument à avoir une visite exhaustive, ça veut dire simplement qu'il va falloir préparer toutes les pièces et que la visite, je parle de biens existants, hein, la visite virtuelle aussi, c'est souvent pour le neuf, pour des biens qui n'existent pas, où là c'est un peu différent. Mais pour les biens existants, on n'est pas obligé de faire une visite de toutes les pièces. Et si on veut faire vraiment toutes les pièces, il faut s'assurer que toutes les pièces soient vendeuses. Oui. Il faut aussi sélectionner ça, c'est clair. Nous avons Denis, alors qui propose apparemment un classement des portails qui dit en 1 le Bon Coin, 2 Se Loger, 3 Aventure à louer, 4 Logique Immobilier et 5 Explorimo. Donc je ne sais pas si où est Denis Van Gemmel de Immo Megagence. Donc je ne sais pas exactement où il est. Et il dit aussi que les mots-clés sont indispensables pour le référencement. Alors 2 points sur le classement des sites d'annonces. Il y a une référence principale qui est Médiamétrie, qui donne des chiffres nationaux et tout le monde dit que les chiffres sont un peu différents au niveau régionaux. Chaque portail a des régions où il est plus ou moins forte, hein, voilà. Ouais. Chacun de voir. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, il faut regarder non seulement l'audience globale du site d'annonce, mais également la qualité des contacts qui sont apportés par ce site. Alors, ce qui demande, bon, ici on n'a pas le temps de développer complètement comment il faut faire, mais c'est que quand on en parle avec les agents immobiliers les plus en pointe ou les réseaux les plus en pointe, ils mettent en place des dispositifs pour savoir d'où viennent les acheteurs qui réellement achètent, signent d'annonces, et ça pèse autant que le trafic global. Donc, ils traquent un petit peu le parcours de leurs clients pour voir par où ils sont arrivés à eux, par quelle annonce en utilisant. C'est un vrai travail, hein, c'est un vrai travail. Ça demande un investissement en temps, en effort, en formation des équipes. Il est clair que ça permet d'optimiser les budgets. Alors, on a 2 fois la question sur les mots-clés pour le référencement. Alors, sur le référencement naturel, on va pas faire ici un grand cours sur le référencement naturel qui est un vrai sujet. Alors, là aussi, je suis un peu à contre-courant de ce que dit tout le monde, ce qui veut peut-être dire d'ailleurs que je me trompe complètement. Il faut d'abord examiner le référencement naturel. Ça a pour objectif d'augmenter le trafic sur le site de l'agence. Voilà. Donc, la première question que doit se poser l'agent immobilier, c'est est-ce que mes leads, mes contacts, ils viennent des portails d'annonces ou ils viennent directement sur le site de mon agence? Moi, je connais beaucoup de cas où il y a très peu de trafic sur le site de l'agence et où tous les leads intéressants viennent des portails. Et à ce moment-là, la logique marketing, c'est de se dire, je vais mettre mes efforts, à la fois financiers, mais aussi qualité des annonces, je vais les mettre plutôt sur le portail. Le deuxième point pour lequel moi j'ai des doutes, c'est que le référencement naturel, c'est une compétition.
hein. Allez, 5 ou 8 places sur la première page de Google. Si vous n'y êtes pas, ça sert à rien. Donc, autrement dit, il faut être dans les 8 premiers pour gagner la course, pour que c'est un peu d'intérêt. Il faut donc regarder qui sont les concurrents sur les 8 premiers par rapport aux mots-clés. Bon. Les concurrents, c'est souvent les sites d'annonces ou les sites des réseaux. Est-ce que je suis de dimension pour être plus fort qu'eux? Dit autrement, c'est bien de s'engager pour le marathon des Jeux Olympiques, mais est-ce que vraiment j'ai des chances d'être dans les 3 premiers et d'avoir une médaille? Et sinon, il faut peut-être faire autre chose. Ou alors, voilà. C'est pour ça. Voilà. L'avantage des mots-clés, si c'est pour les mettre dans l'annonce, c'est sympa, mais bon, il faut pas oublier que le client, c'est pas le robot, c'est avant de Google, c'est avant tout le client qui va lire. Il faut pas non plus que l'annonce devienne indigeste. Voilà. Voilà. Et c'est maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont totalement compétents, qui disent non, sur des mots-clés locaux, on arrive sur certains types de recherches, on arrive tout à fait à créer un peu de trafic. Mais il y a quand même cet équilibre entre les portails et le référencement naturel pour doper l'audience du site de l'agence. D'accord. J'ai une autre question qui est sur deux notions apparemment, real estate ou PropTech. Donc ça, je suppose que c'est plutôt sur l'approche. Ça, c'est de la sémantique. On est très créatif. Chacun crée sa petite sémantique dans son coin. Bon, nous, quand on a créé la FF2I, on s'est dit Internet pour l'immobilier. Voilà. Bon, d'autres ont créé PropTech, donc d'autres Real Estate. Donc non, tout ça n'a. Tout. Certains on englobe bien la même thématique avec peut-être voilà des mots plus ou moins techniques peut-être. Oui, enfin bon, voilà, je pense que après on est surtout dans le flou le plus absolu parce qu'on aborde deux notions. On aborde la notion de l'immobilier et suivant à qui vous parlez, c'est pas du tout la même chose, hein. Certains parlent du résidentiel, d'autres parlent de l'immobilier d'entreprise, d'autres parlent de la gestion, d'autres parlent du financement. Voilà, bon, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes univers et tout ça c'est l'immobilier. Certains vont très loin. Pour certains, les architectes ou les constructeurs, c'est de l'immobilier. Bon, pour moi, la construction, c'est le secteur du bâtiment et du travaux publics, mais il y en a d'autres qui n'ont pas peur de vous dire, voilà, une imprimante 3D pour construire une maison, c'est de l'immobilier. Bon, peut-être. Voilà, mais d'autres pensent que non. Et puis l'autre notion, c'est les startups. Ouais. C'est les startups. Personne ne sait ce que c'est qu'une startup. Je me rappelle, j'avais demandé à un de vos confrères journalistes, mais c'est quoi une start-up? Il m'avait répondu, c'est un état d'esprit. Alors avec ça, on est content. C'est pas faux, on est content, mais voilà. Est-ce que se loger est une start-up? Est-ce que Google est encore une start-up? Voilà. Pour d'autres, les start-up, c'est des très jeunes entreprises. J'avais vu avec beaucoup de surprise à une réunion, on avait présenté le classement des levées de fonds pour les start-up de l'immobilier et le premier site était un site de relations entre voisins pour faire du jardinage ou des coups de main de plomberie, des choses comme ça. Bon. Et en plus, c'est une grosse société. Donc, c'était à la fois pour moi ni une start-up ni l'immobilier. Mais là-dessus, chacun, voilà, c'est pas le nom qu'on va donner, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va apporter qui compte. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi, moi je le sens bien, ça fait bon un peu plus d'un an que Profil d'expert existe, mais je sens bien aussi que voilà, il y a des mouvements, il y a des choses qui bougent en permanence parce que c'est quand même assez récent tous ces outils. Il faut que les gens prennent le temps de se les approprier. Donc il y a aussi j'ai beaucoup moi de questions d'agents immobiliers qui savent pas forcément par quoi commencer, quoi. Je digitalise mon âge et au quotidien, je fais comment et une des questions que moi j'ai souvent, c'est le ratio temps passé à s'informer, se connecter, utiliser quel bon outil pour quelle vente au bout, quoi. Je pense que pour beaucoup, ça reste encore très flou, très vague de savoir vers quoi aller pour être vite finalement dans la rentabilité de ce temps passé et de l'apprentissage aussi qu'il faut de ces nouveaux outils-là.
Oui, mais ça c'est des vraies questions, mais qui se sont posées de tout temps à tous les chefs d'entreprise, hein. Euh, il y a 50 ans, quand il fallait s'informatiser, les chefs d'entreprise disaient mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Quel type? Est-ce qu'il faut acheter un IBM ou autre chose? Quel type de logiciel? À quel type de RP il faut acheter? Est-ce qu'il faut passer un ERP ou pas? Donc ça fait la base du chef d'entreprise, c'est de choisir ses fournisseurs, ses prestataires. Alors le monde là est inconnu, hein, donc il est plus compliqué, mais parce que c'est innovant, voilà. Mais c'est vrai que ceux qui feront les bons choix auront plus de succès que ceux qui vont faire les mauvais choix. Mais il n'y a pas de formule magique, hein, d'autant plus que la bonne visite virtuelle n'est pas la même suivant qu'on fait de la location, de la vente, qu'on est dans le haut de gamme ou pas dans le haut de gamme, qu'on est à Paris ou qu'on est à la campagne. Donc c'est pas. Ouais. Le deuxième point qu'on voulait aborder, parce que je vois que le temps file, la relation client, elle est sans doute en train d'évoluer beaucoup avec les nouvelles technologies. Les attentes des clients, finalement, on se rend compte que les clients utilisent déjà pas mal de nouvelles technologies dans d'autres domaines que l'immobilier, hein. Leur expérience est déjà souvent assez mature dans les possibilités de faire dans l'utilisation des nouvelles technologies, des sites internet, etc. Donc, par rapport à l'immobilier, vous pensez qu'on en est où dans la relation client? On en est au tout début de ce que un client pourrait avoir comme émotion, justement, comme on parlait tout à l'heure par rapport à la visite et aux photos et aux annonces. Ça commence par là, et puis après, la relation client vers quoi? On n'en est pas au tout début. D'abord parce que Internet, et c'est ça dont on parle, ça a commencé au début du siècle, donc il y a 18 ans, et que dès le début du siècle, euh, allez, on va dire dès 2005-2008, euh, les, les clients de l'immobilier sont devenus des internautes, massivement. Massivement, ils utilisaient Internet dans leur vie quotidienne pour plein d'applications et ils utilisaient Internet pour leurs projets immobiliers. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est une chose acquise, pardon, qui va certainement évoluer. Mais bon, ok, je crois qu'il y a 90% des Français entre 15 et de plus de 15 ans qui utilisent Internet quotidiennement. Donc voilà. Ce qui évolue, c'est qu'on est passé du PC au smartphone. Voilà. Les deux premières conséquences à tirer pour un professionnel de l'immobilier, et ce qui change dans la relation client, c'est le rapport au temps. Surtout sur un smartphone, on est dans l'immédiat. On veut une réponse tout de suite. Et ça, le professionnel de l'immobilier, que ce soit un syndic ou un agent immobilier, c'était pas dans ses gènes. Et alors que très clairement, on a des études là bien solides, bien documentées, qui disent que quand un client contacte plusieurs agents immobiliers, c'est celui qui répond en premier qui emporte l'affaire. Et que plus vous attendez, plus vous avez de chances qu'il change d'avis et que vous soyez mal reçu si vous rappelez avec 48 heures de retard. Ouais. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, on l'a un peu abordé, l'importance de l'image. Alors aujourd'hui, je pense que c'est encore massivement la photo. Demain, ça sera peut-être la vidéo ou la visite virtuelle. Et il faut des images de qualité. La qualité des images de nos smartphones, puisque c'est ça dont il s'agit, la qualité des écrans, pardon, permet de magnifier, de rendre encore plus belles les images. Très clairement, si la photo est bien faite, la maison est beaucoup plus belle sur la photo que dans la réalité. Attention, ça joue dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la photo est moche, elle sera encore plus moche sur un écran Apple. Donc ça, c'est vraiment les deux points clés. Ensuite, il y a un point dans la relation client, c'est qu'en fait, on a le choix entre beaucoup de dispositifs de support. Il y a des gens qui téléphonent, il y a des gens qui envoient des emails, il y a des gens qui envoient des SMS, il y a des gens qui vous contactent sur les réseaux sociaux ou sur Messenger. Voilà. Et il y a des gens qui vous contactent sur WhatsApp. Voilà. Tout ça. Et il faut leur répondre
avec le moyen de communication qu'ils ont choisi. Hein. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous envoie un SMS, que vous lui renvoyez un courrier par la poste, ça va lui faire très bizarre, très très bizarre. Hein. Voilà. Il faut rester en phase avec son client et rester dans le même canal de communication que par où il est arrivé à l'agent, en fait. Hein. Exactement. C'est le client qui choisit. Hein. Des fois, on se dit, mais attends, moi, je préfère envoyer un mail parce que je suis organisé comme ça, etc. Mais non, si vous envoyez un SMS, il faut lui répondre par SMS. C'est un des intervenants, là, Jean-Pierre Clément, qui nous dit le client, finalement, il veut tout savoir sans bouger de chez lui, quoi. C'est avoir un maximum d'infos avant de venir pour faire une visite. Il veut en amont avoir quand même eu beaucoup d'informations. Oui, alors ça, c'est un renversement complet par rapport à ce qu'on faisait avant. Au siècle dernier, l'idée, c'était de faire du teasing. Dit autrement, on donnait très peu d'informations pour que le client vienne à l'agence, où on faisait une visite découverte. Dans certains réseaux, ça s'appelait comme ça, pour bien comprendre le besoin. Et puis, on lui présentait tout à fait autre chose. Voilà. Mais ça, et ça a marché, hein, très longtemps, ça a fait la fortune des agents immobiliers. C'était la bonne façon de faire. Mais aujourd'hui, c'est différent, les gens ont changé. Donc, il fallait effectivement beaucoup d'informations avant de faire une visite. De vous à moi, ça fait gagner du temps à tout le monde. Hein. Parce qu'au lieu de dire qu'il n'y a pas d'ascenseur et quand les gens arrivent devant l'immeuble et qu'il faut monter au 5e sans ascenseur, alors qu'ils veulent pas et qu'il y a quelqu'un qui boite dans la famille, on a perdu beaucoup de temps. Hein. Bien sûr. Le troisième axe qu'on voulait aborder ensemble, c'était la digitalisation des processus métiers. Donc, je me souviens que vous nous aviez abordé, par exemple, la possibilité de digitaliser tous les documents officiels chez le notaire, etc. Donc, ça aussi. Derrière ces mots un peu barbares, là, les processus métiers, la digitalisation, moi, je vois deux axes. Le premier, c'est de travailler en zéro papier. Et ça va jusqu'à la signature électronique. Donc, dans les relations clients, c'est extrêmement important. Dans l'organisation de l'agence, c'est extrêmement important. C'est pas si facile. C'est des choses qui se mettent en place, mais ça a deux gains. D'abord, un gain de productivité. On travaille comme ça. Hein. Et c'est pas simplement pour sauver les ours blancs parce qu'on utilise moins de papier. C'est vraiment des gains de productivité et c'est une bien meilleure relation client parce que il est clair que si on signe un compromis en ligne ou un mandat tout de suite en ligne, on gagne beaucoup de temps par rapport au fait de l'avoir envoyé à un client qui doit le recevoir 2 jours après, qui a autre chose à faire, qui va le mettre dans un coin, qui ensuite va le signer, le renvoyer par la poste. On a perdu 10 jours là où ça aurait pu se faire en 10 minutes. Et le deuxième point, c'est la possibilité pour tout le monde de travailler à distance, donc de travailler chez soi, mais surtout pour le négociateur de travailler lors de la visite. Et du coup, le négociateur, il n'a pas besoin de rentrer à l'agence. Il peut tout faire, tout saisir sur le logiciel dans les métiers, les signatures, les documents, etc. Soit lors de la visite quand il est avec le client, soit un peu après quand il s'arrête dans un café ou qu'il rentre chez lui. Donc, il ne va rentrer à l'agence que pour avoir des relations avec ses collègues ou avec son patron. Donc, tout ça est un mode d'organisation très différent, très très différent du temps où il fallait revenir à l'agence avec des notes qu'on avait prises sur un papier, puis ensuite on allait les saisir dans le logiciel, etc. Et tout se faisait à partir de l'agence. Là, tout peut se faire à partir de l'extérieur de l'agence. C'est des choses qui se mettent en place. Hein. Je ne dis pas que c'est possible facilement, immédiatement, et que tout le monde le fait comme ça, mais on voit bien que c'est un point important, notamment dans la gestion des relations des collaborateurs. Justement, là, Jean-Pierre Clément dit que lui, il utilise le mandat et l'avenant électronique et le bon de visite électronique et que c'est du bonheur. Donc, je pense qu'une fois qu'on l'a testé, c'est l'adopter peut-être. Voilà, là, je ne peux pas dire mieux. Donc là, vous avez abordé le sujet de l'agence physique et justement de la digitalisation du quotidien de l'agent immobilier. Donc, vous croyez, vous, qu'on va continuer sur ces deux aspects et l'agence physique, lieu de travail peut-être plus entre collègues et recevoir peut-être de temps en temps un client et puis toute la digitalisation à côté de beaucoup de processus
de tout ce qui est l'utilisation du CRM, le suivi client, etc. Comment vous voyez l'équilibre entre le physique et le digital? Alors, franchement, nul n'en sait rien. Hein. On sait qu'on va pas basculer d'un côté, voilà, c'est pas noir et blanc, on va pas basculer immédiatement dans les 6 mois qui viennent. Voilà, bon, ça c'est. Quel sera l'équilibre? Est-ce qu'il y a un modèle qui va l'emporter sur l'autre? Est-ce que les deux modèles vont vont rester ensemble? Personne n'en sait rien. Ça, voilà, ça va sûrement évoluer. Il y aura de plus en plus effectivement d'agents immobiliers qui vont travailler sans local. Mais est-ce que de plus en plus, ça veut dire qu'on va passer de 10 à 20%, ou est-ce qu'on va passer de 15% à 50% en 3 ans? Ça, c'est voilà. J'ai vu qu'il y avait l'ouverture d'espaces de coworking dédiés aux agents immobiliers qui s'ouvraient. Apparemment, il y en a un sur Paris, sur Bordeaux. Je me suis dit que ça allait sans doute aussi peut-être faciliter la rencontre d'agents immobiliers peut-être de différentes enseignes qui du coup utilisent cet espace peut-être aussi pour se rencontrer, parce que on entend beaucoup d'agents qui espèrent que le travail en intercabinet puisse se développer un peu plus pour le bénéfice de chacun. Donc, comment vous voyez les choses? Je les regarde. À défaut de les voir, je regarde. C'est des expériences intellectuellement intéressantes, c'est des bons concepts. Est-ce que ça va juste être des exceptions, ou est-ce que ça va se généraliser? Voilà. Le coworking, au-delà de l'immobilier, est une tendance forte. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces de coworking qui s'ouvrent. Il faut pas oublier que ça reste aujourd'hui des micro-marchés. Alors c'est ceux qui grandissent le plus vite, mais bon. Si on prenait les surfaces de bureaux de coworking existants par rapport au total aujourd'hui, on serait dans l'ordre du 1 pour 1000, quoi. Ouais. Mais peut-être que dans 2 ans, ça sera du 10%, et dans 50 ans, du 100%, ou pas. Ça, franchement, personne n'en sait rien. Dans cette dernière partie, parce qu'il est déjà 10h37, je voulais partager alors la page internet de Rent 2018. Donc, je vais la mettre dans le chat ici. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles vont être les tendances ou ce qu'il faut retenir de cette édition que vous êtes en train de finir de préparer? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est après. Ça sera après, on vous dira je pourrais vous dire ce qu'on retient. Alors, quelles sont les tendances que vous allez peut-être voulu mettre en avant cette fois-ci? Oui, c'est pas. Alors, au salon, il y a 2 choses. Il y a les exposants et les conférences. Les conférences. Voilà. Alors, les conférences, le programme n'est pas encore complètement en ligne. Il n'est pas encore défini. On sait que les points importants, nous, on va toujours jouer sur. On essaye d'être sur un horizon qui est un peu difficile. On n'est pas dans le pratico-pratique, le concret, parce que ça. Il faut aller voir les exposants qui font des démos. Hein, si vous voulez savoir, ok, une visite virtuelle, vous voulez savoir comment ça marche, bon, vous allez voir les prestataires de visite virtuelle. Hein, et on n'est pas non plus dans la science-fiction qui est dans le labo et qu'on verra arriver dans 5 ans ou pas. Ça, voilà, on essaye d'être entre les deux, et du coup, on fait venir pas mal de conférenciers américains, notamment, qui nous disent un peu ce qui va se passer. Alors, on sait, je crois que vous l'y abordez, que les points importants qui vont bouger l'immobilier dans les 2-3 ans ou 5 ans, c'est l'intelligence artificielle et probablement la blockchain. Donc, on aura des conférences sur ces sujets-là, hein, très clairement. Très bien. Donc, je regarde, je ne vois pas de questions supplémentaires des participants. Donc, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, parce que le principe, c'est d'être ensemble une demi-heure, le temps d'un café. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Parent, d'avoir pris le temps de venir nous parler ce matin. Et puis, bon préparatif pour cette prochaine édition du Salon Rent. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro avec un nouvel invité. Voilà, bonne semaine à tous. Merci, au revoir. Bonjour à tout le monde.